Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier point presse de l'année 2025. Et avant de débuter, je tiens à vous adresser au nom du ministère mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 2025 sera marquée par de nombreux points presse à Balard et également dans les unités. Et à travers ces rendez-vous, la DICODE s'attache à expliquer notre défense, à vous informer et à mettre en lumière nos armées qui œuvrent en permanence sur le territoire national comme en opération. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous commencerons par faire un point sur les actualités du ministère des Armées. Nous passerons ensuite au focus thématique dédié cette semaine à l'entraînement à la haute intensité et plus particulièrement celle des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. Et à ce titre, nous avons le plaisir de retrouver le général Pierre Godillère, commandant la brigade aérienne de l'aviation de chasse, et le lieutenant-colonel Julien Font, officier de liaison à la mission de défense de Madrid, sera également avec nous en audioconférence. Il nous présentera depuis Albacete les enjeux de l'exercice quadriannuel Tactical Leadership Programme qui se tiendra en Espagne à partir de la semaine prochaine. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. Et je commence avec une actualité qui illustre le soutien concret du ministère aux entreprises. Dans le cadre du plan en faveur des ETI, PME et start-up, la Direction générale de l'armement remet un label baptisé « Utilisé par les armées françaises ». Ce label, lancé en 2019, est destiné à valoriser les start-up, PME et ETI qui fournissent des équipements aux forces armées. L'attribution de ce label est arbitrée par le ministère des Armées. Concrètement, il peut s'agir de matériel acheté et utilisé par les forces dans le cadre de marchés de défense ou de sécurité, ou encore de produits comme des vêtements ou des équipements de soutien dès lors qu'ils apportent une vraie valeur ajoutée à l'utilisateur final. Aujourd'hui, on dépasse un cap important avec 500 labels qui ont été décernés. C'est une belle réussite pour les entreprises concernées, mais aussi un signe fort de l'engagement du ministère auprès de la base industrielle et technologique de défense. Et le 500e label a été remis à la société Aresia pour son système innovant d'entraînement au tir de précision appelé Mélodie. Ce n'est pas juste une reconnaissance symbolique, cette distinction permet aux entreprises labellisées d'accéder plus facilement à de nouveaux marchés et notamment à l'international. Je poursuis avec le déménagement des archives du service historique de la Défense. Il s'agit d'un déménagement hors norme, achevé en fin d'année qui concernait plus de la moitié des fonds et collections du SHD situés au Fort Neuf de Vincennes. Ce transfert a été lancé dans le cadre de la réaffectation du Fort Neuf, qui deviendra le nouveau siège de la DGSE en 2031. Pour vous donner une idée de l'ampleur de l'opération, on parle de plus de 70 km de documents, soit 2 fois la longueur du périphérique parisien. Et en tout, ce sont plus de 700 000 boîtes d'archives et 110 000 ouvrages qui ont été déplacés depuis octobre 2022. Pour mener à bien ce chantier colossal, il a fallu une planification rigoureuse avec une coordination entre plusieurs équipes spécialisées. Et ces archives ont été acheminées vers des sites du SHD répartis sur tout l'Hexagone. Tout cela dans des conditions strictes de sécurité et de préservation des documents. Et au-delà du défi logistique, ce déménagement a permis de rationaliser la répartition des fonds du SHD et de simplifier la consultation. C'est aussi l'occasion de mieux organiser les fonds, de valoriser les collections et de renforcer la mission pédagogique et mémorielle du service historique de la Défense. Donc une opération particulièrement importante qui s'inscrit dans la volonté du ministère de préserver et de transmettre le patrimoine militaire. Pour rappel, le SHD est un acteur majeur de la préservation de notre histoire militaire et avec plus de 1 million de volumes, il constitue l'une des bibliothèques spécialisées les plus riches d'Europe. Je continue avec une initiative portée par la Marine nationale et le Centre d'études stratégiques de la Marine. Une série de conférences navales universitaires qui se déroulera dans plusieurs villes françaises. Ces conférences sont organisées avec le soutien d'acteurs académiques de premier plan, comme l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'Institut d'études politiques de Bordeaux, l'École nationale supérieure maritime ou encore le Conservatoire national des arts et métiers. Elle vise à explorer les grands enjeux stratégiques liés aux océans. L'objectif est de valoriser des échanges entre marins, universitaires, chercheurs, étudiants et professionnels autour des grandes thématiques géopolitiques actuelles. Parmi les villes qui accueilleront ces événements, on peut citer Paris, Le Havre, Nice, Lyon et Bordeaux. La première conférence se tiendra à Paris le 14 janvier prochain de 18h à 20h dans les locaux de la Sorbonne et elle aura pour thème les actions hybrides dans le domaine naval. Elle réunira marins et universitaires pour une discussion riche et approfondie sur ce sujet stratégique. Et les médias sont invités à y participer. Si vous êtes intéressés, je vous invite à vous rapprocher du CIRPA Marine. Par ailleurs, je vous annonce la sortie de la nouvelle émission podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine jeudi prochain, intitulée Le Carré. Ce nouveau format, d'une durée de 30 minutes, proposera 2 fois par mois une rencontre avec des marins ou des personnalités influentes du monde maritime. Autre conférence avec l'annonce du colloque de l'armée de l'air et de l'espace. Ce rendez-vous annuel se tiendra le 23 janvier prochain à l'école militaire. Et cette année, la conférence portera sur la supériorité aérienne et la maîtrise de l'espace, 2 sujets au cœur des enjeux stratégiques actuels. L'objectif de ce colloque est d'alimenter la réflexion sur le continuum air, très haute altitude et espace. Et le colloque réunira des intervenants de haut niveau, militaires et civils, spécialistes du monde de la défense, de l'industrie de défense et des relations internationales. Il sera ouvert par le président de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Et le colloque s'articulera autour de 3 thèmes, 3 tables rondes. La première sera sur l'importance de la supériorité aérienne. La deuxième sur la conquête de la très haute altitude, critère de supériorité. Et enfin, des experts interviendront sur l'espace, opportunités pour l'armée de l'air et de l'espace et facteurs de supériorité. Si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPA Air et Espace. Toujours en lien avec l'armée de l'air et de l'espace, je continue avec la préparation opérationnelle des forces. Du 13 janvier au 2 février, le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, le CDAOA, conduira l'exercice EREX 25 depuis la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun. EREX constitue l'exercice majeur de planification et de conduite des opérations interarmées de l'armée de l'air et de l'espace. Dirigé depuis le Centre Air de planification et de conduite des opérations aériennes et de la défense aérienne dit CAP-CODA, EREX 25 sera divisé en plusieurs phases distinctes. L'exercice a pour objectif de renforcer le processus interne du centre grâce à un scénario réaliste et exigeant. Il partira de la simulation d'une attaque sur l'espace aérien français à la montée en puissance des moyens de défense aérienne jusqu'à la conduite d'une opération interarmée à dominante aérienne. Il permettra de couvrir l'ensemble des missions du CAP-CODA, de la posture permanente de sûreté aérienne sur le territoire national aux opérations tactico-opératives complexes, le tout dans une approche multimilieu, multichamp. EREX 25 constituera par ailleurs un jalon important dans le processus de certification OTAN du CAP-CODA dans le cadre de la Allied Response Force 2026. Je conclus avec un autre entraînement opérationnel qui implique cette fois le 53e régiment de transmission avant sa projection sur Warfighter 25. Depuis lundi et jusqu'au 10 février, une centaine de militaires du 53e régiment de transmission sera déployée à Mailly-le-Camp. Ils vont mettre en place un poste de commandement opérationnel de niveau division en vue de la participation de la première division à l'exercice interallié d'envergure Warfighter 25. Les transmetteurs vont ainsi déployer tous les systèmes d'information et de communication sécurisés nécessaires au bon déroulement de l'exercice. Warfighter est un exercice américain qui se déroulera du 26 mai au 6 juin 2025. Il visera à démontrer l'interopérabilité du poste de commandement de la première division française de Besançon avec le 3e corps d'armée américain et des divisions allemandes et britanniques.
Le 53e régiment de transmission se prépare à déployer 200 transmetteurs afin de mettre en œuvre tous ces savoir-faire pour assurer la réussite de cet exercice aux côtés de nos alliés. Les médias sont invités à suivre cette préparation opérationnelle les 22 et 23 janvier à Mailly-le-Camp, l'occasion d'en savoir plus sur ces militaires spécialisés du numérique. Je vous propose de passer au focus thématique consacré à l'entraînement à la haute intensité des pilotes de l'armée de l'air et de l'espace. Nous l'avions évoqué en fin d'année. Le premier des 4 volets de l'exercice Tactical Leadership Programme 2025 débutera la semaine prochaine. Ce programme se déroule à Albacete, en Espagne, depuis 2009. Il vise à renforcer l'interopérabilité des forces aériennes de l'OTAN à travers la conduite d'opérations aériennes particulièrement complexes. Et avant de céder la parole au général Godillère et au lieutenant-colonel Fon, je reviens brièvement sur la préparation à la haute intensité de nos armées. Sur le plan tactique, la haute intensité est une confrontation armée entre adversaires aux capacités équivalentes. Dans tous les champs et dans tous les milieux, terre, mer, air, espace, cyber, informationnel et électromagnétique. Face aux menaces de l'environnement stratégique, notamment dans l'espace euro-atlantique, la France renforce sa préparation au combat en coopération avec ses alliés dans l'OTAN et ses partenaires européens. À ce titre, elle est pleinement engagée dans la posture défensive de l'Alliance. Et ainsi, les armées françaises s'entraînent en permanence pour faire face à toute menace grâce à de multiples exercices en coalition et un effort accru pour renforcer l'interopérabilité entre les armées et les nations alliées. Pour ne citer qu'un exemple, début 2024 s'est tenu le plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide. Steadfast Defender 24 a mobilisé 90 000 soldats du continent européen, sur l'ensemble du continent européen, et cet exercice interarmé et interallié a réuni les 32 pays membres de l'Alliance qui ont engagé 1100 véhicules, 50 navires et 80 aéronefs. Cet entraînement de haute intensité a démontré la cohésion et les capacités de combat de l'Alliance sur les plans techniques, tactiques et humains. Je n'en dis pas plus et cède la parole maintenant au général Godillère qui vous présentera le cas spécifique de la préparation des pilotes à la haute intensité. Général, cher Pierre, c'est à toi. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Et je vais aussi commencer ce briefing par vous adresser mes meilleurs vœux pour 2025, vous les habitués du point presse que j'ai vraiment plaisir à retrouver. J'ai aussi une pensée, next slide, pour les militaires, dont les aviateurs de la brigade aérienne de l'aviation de chasse, qui ont passé les fêtes déployés en opération, qui éveillaient sur nous en France, next slide, ou à l'étranger. Et vous voyez donc l'illustration de où mes aviateurs de la brigade chasse sont déployés actuellement ou à venir. Slide. En ce début d'année, j'ai aussi une pensée évidemment pour nos blessés et pour les familles endeuillées. Je les assure de tout notre soutien pour 2025, comme pour lors de toutes les autres années évidemment, mais tout particulièrement en 2025 pour l'armée de l'air et de l'espace, parce que 2025, ce sont les 10 ans de l'accident aérien qui est survenu le 26 janvier 2015 à Albacete, justement, à l'exercice Tactical Leadership Programme, et où 9 aviateurs et aviatrices ont perdu la vie. Et nous demeurons aux côtés des familles depuis, et bien sûr des blessés qui ont subi cet accident dans leur chair ce jour-là. À ce sujet, des commémorations seront organisées à la fois en France et en Espagne pour souligner ce qui demeure un événement douloureux, marquant et poignant personnellement et institutionnellement pour l'armée de l'air et de l'espace. Ce sur quoi je veux insister également, c'est que c'est un témoignage aussi de la valeur des aviateurs qui n'existent pas à s'engager dans l'action. Et aujourd'hui comme hier, il faut rappeler leur sens de l'engagement dans ce type de mission d'entraînement de très haut niveau sans concession. Parce que Albacete, c'est TLP. Le lieutenant-colonel Fon va vous en parler précisément et plus en détail juste après. TLP, c'est la crème de la préparation opérationnelle des forces aériennes aux missions massives en coalition dans un environnement hostile, non permissif.
j'arrête les périphrases, c'est la haute intensité, puisqu'il faut l'appeler par son nom. C'est une haute intensité qui revient au devant de la scène après 30 années d'opérations militaires et aériennes également, caractérisées par le type intervention à l'extérieur, avec de l'appui-feu au profit de troupes au sol, majoritairement, mais où finalement la supériorité aérienne n'était pas contestée. La haute intensité, l'armée de l'air ne la découvre pas. Rappelez-vous, la guerre en Irak en 91, il y avait une chasse adverse, des défenses solaires adverses, actives, et des avions de l'armée de l'air et de l'espace, qui étaient de l'armée de l'air de l'époque, pardon, qui étaient engagés, se sont frottés et se sont fait tirer dessus, et pendant qu'eux-mêmes tiraient des objectifs. Donc on ne le découvre pas. Je rapproche un petit peu, 91. Milieu des années 90, ex-Yougoslavie, pareil. Il y avait des défenses, là aussi, actives dans les Balkans, contre lesquelles nos aviateurs, et les aviateurs en coalition, se sont battus et ont réalisé leur mission. Et donc, c'est pour ceci que ça a toujours été un socle fondamental de la formation et de l'entraînement dans l'armée de l'air et de l'espace depuis plus d'un demi-siècle. Depuis plus d'un demi-siècle, pourquoi ? Parce que les missions qui structurent les capacités, le format de l'armée de l'air, vous les connaissez, c'est la dissuasion et la défense aérienne, c'est la haute intensité par excellence, j'ai envie de dire, dans le domaine aérien. Il n'y a pas grand-chose qui va aussi loin dans l'engagement et dans l'intensité des menaces qui vous sont opposées et des modes d'action qui sont utilisés pour les contrer. Et puis, je vous parlais de socle. Ce qui est aussi un socle, c'est la capacité qu'on entretient à s'entraîner, à réfléchir, à opérer et à évoluer tactiquement ensemble avec d'autres nations, face à des adversaires dits symétriques. Et on va en parler dans un instant avec le nombre d'exercices que nous réalisons, là aussi, depuis longtemps, mais qui prennent de nouveaux atours de ces exercices interalliés qui mêlent énormément d'avions face à des menaces qui sont à la fois jouées ou simulées, extrêmement réalistes et qui correspondent aux conflits actuels ou les conflits dans lesquels on se projette dans un futur plus ou moins proche. Cette préparation opérationnelle à la haute intensité, elle fonde finalement notre capacité à entrer en premier sur un théâtre d'opération et à être nation cadre dans une campagne aérienne en coalition. Là aussi, ce ne sont pas des mots en l'air, on l'a réalisé finalement. Par exemple, en 2011, pour les premières missions au-dessus de la Libye, là aussi, avec une supériorité aérienne qui n'est pas acquise. Vous ne savez pas à quoi vous allez vous confronter dans les premières heures du conflit. Et il y avait là aussi d'autres nations à nos côtés, avant même que ça devienne une opération de l'OTAN. Et puis, je retiens aussi une mission un peu particulière dont vous avez entendu parler, qui s'appelait la mission Hamilton, où l'armée de l'air est allée bombarder une usine chimique, d'armes chimiques en Syrie. Là aussi, un environnement contesté, du déni d'accès pour accéder finalement à ce théâtre d'opération. Donc c'est bien notre entraînement et la continuité de cet entraînement qui nous permet de réaliser ce type de mission, y compris lorsque ces missions se déroulent dans 30 années, 3 décennies d'opérations caractérisées pour les opérations militaires en général, par de l'intervention extérieure plutôt que la haute intensité. On ne le découvre pas donc, mais ça n'a échappé à personne, depuis 3 ans, le contexte s'est indéniablement durci et les menaces ont évolué. Et les différents conflits en cours, l'Ukraine évidemment, le Proche-Orient, montrent que la bataille dans le ciel, depuis le ciel et vers le ciel revient en force. Et la puissance militaire aérospatiale est en première ligne de ces combats. Et donc pour rejoindre cet objectif, eh bien, la préparation opérationnelle haute intensité, c'est le cœur de mes responsabilités à la tête de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Je vous propose un petit film pour illustrer tout ce que je vais vous dire ensuite. Juste 1 minute de poids des mots, de choc des photos avant le poids des mots.
Alors, au-delà des images, qu'est-ce que c'est que la brigade aérienne de l'aviation de chasse? Finalement, c'est une brigade, donc une entité qui fournit des moyens humains et matériels au commandement opérationnel, au commandeur opérationnel, sous l'autorité du CEMA, qui les emploie en opération. Je suis un pourvoyeur de forces aériennes dans le domaine de l'aviation de combat. Pour alimenter les opérations existantes, que je vous ai montré sur la première diapositive, mais également pour être prêt à partir au coup de sifflet bref sur n'importe quel type de mission, n'importe où dans le monde, et face à n'importe quel type de menace. Alors, pour quelle mission? La chasse, donc la défense aérienne, évidemment, la frappe, donc les tirs de bombes ou de missiles conventionnels, que ça soit sur un front particulier ou dans la profondeur, la reconnaissance aérienne. Vous avez des capteurs embarqués à bord de nos avions de chasse, mais vous avez surtout des drones et des avions légers de surveillance et de reconnaissance qui dépendent de la brigade aérienne de l'aviation de chasse. Et puis, depuis un an, la défense solaire, là aussi, qui est au-devant de la scène des différents théâtres et des différents conflits en cours, eh bien, cette défense solaire a été intégrée à la brigade aérienne de l'aviation de chasse au titre d'une cohérence de la maîtrise de la troisième dimension et d'une complémentarité d'action de la défense aérienne du sol aux plus hautes couches de la stratosphère. Ensuite, la très haute altitude, c'est aussi une priorité de l'armée de l'air, mais c'est un autre domaine. Pour cause de la défense solaire, je les appelle la chasse de la chasse. Chasse adverse, hein, attention. Alors bien sûr, je viens de vous parler d'avions, de pilotes, de missiles. Mais pour tout ceci, il faut une fonction technique qui permette d'aligner tout ce matériel et pour réaliser ces missions. Et donc, j'oublie évidemment pas les mécaniciens, la mécanique qui s'occupe du maintien en condition opérationnelle, de la réparation et de la logistique pour remplir toutes ces missions. Alors vous vous doutez bien que pour partir au coup de sifflet bref ou pour alimenter le flux des opérations, incessant des opérations sur les 4 ou 5 théâtres que nous animons en permanence, eh bien, ce n'est pas une génération spontanée. Donc mon rôle, c'est de former, d'entraîner, d'équiper les navigateurs, les pilotes, les opérateurs, les mécaniciens au niveau de compétences et d'expertise et d'intensité escomptée. Et donc environ, ça représente 4000 personnes pour 240 avions, tout type confondu, hein, chasse, reconnaissance, avec ou sans pilote, une vingtaine de systèmes solaires, et qui sont répartis sur 20 sites, une vingtaine de sites en France et à l'étranger. Next slide. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et cet ensemble cohérent, je les prépare sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, encore une fois, pour être mis pour emploi à disposition de l'état-major des armées, sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Et pour ce faire, ce que me demande le chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est de les préparer à des engagements de plus en plus durs, dans un environnement de plus en plus dégradé. Et donc, nous intégrons ces contraintes dans l'entraînement au quotidien. Il n'y a pas de mission qui se fait sans opposition, mission d'entraînement j'entends, sans opposition qui conteste l'espace aérien dans lequel nos avions que nous entraînons évoluent. Ça, c'est la première chose. Nous brouillons les systèmes d'information. Nous réalisons des missions sans GPS, par exemple, pour nous habituer et rencontrer le maximum, finalement, de contraintes. Là, je vous parle de contraintes à l'intérieur du cockpit. Mais ces contraintes, on peut les appliquer aussi sur les processus, sur la mécanique, sur la logistique, et tout ceci pour faire tendre les opérateurs divers et variés que j'ai sous mes ordres vers toujours plus d'adaptation et d'agilité. Alors ça ressemble à des buzzwords, ce n'est pas du tout. Je vais vous donner 2 exemples. Émeraude, un exercice dont je vous fais grâce des initiales. C'est un exercice que nous avons... next slide, peut-être. Voilà. Un exercice que nous avons... voilà, c'est la diapo verte là. Que nous avons conduit à l'automne, où le but était... et qui était concentré sur l'escadre à Luxeuil, donc l'escadre de Mirage 2000-5, la 2e escadre de chasse, celle de Guilmer,
et où sur une semaine, nous avons vraiment mis l'escadre sous pression. Nous avons demandé aux mécaniciens de produire le maximum d'avions, et là aussi, ce n'est pas de l'art pour l'art, c'était pour que l'escadron de chasse tienne une zone au-dessus de Luxeuil, sans interruption, pendant une semaine, alors que tout le reste de la chasse française attaquait cette zone. Voilà. Au-delà, là aussi, du combat aérien, des tactiques qui ont été employées, ce qui a été très intéressant, c'est que nous avons demandé typiquement à l'ensemble de l'escadre, donc l'ensemble cohérent que je vous ai décrit avant, pilote, mécanicien, logisticien, de réfléchir et de mettre en œuvre des procédures parfaitement maîtrisées, mais qui s'éloignent finalement des normes du temps de paix. Par exemple, nous avons réalisé, pour tenir le rythme des opérations incessant pendant cette semaine, nous avons réalisé du ravitaillement moteur tournant, du ravitaillement en pétrole, moteur tournant sur un Mirage 2000. Nos armuriers ont monté, parce qu'il n'y avait pas le temps ou parce qu'il n'y avait pas le matériel à disposition, des missiles à la main sur les avions. Voilà. Et tout ceci, ça permet de s'inscrire dans une logique de haute intensité qui dépasse la simple vue du cockpit. C'est vraiment quelque chose qui engage l'ensemble des spécialités de l'armée de l'air, et cet exemple est très parlant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous avons fait quelque chose à peu près similaire pour la défense solaire, en leur demandant, dans un exercice qui s'appelait Jibadex, en leur demandant de se déployer avec toutes leurs capacités, donc du Crotal, Mamba, jusqu'à la lutte anti-drone, très rapidement à un endroit, là aussi, où ils se faisaient attaquer par le reste de la chasse. Donc c'est quelque chose qui tire vraiment les gens vers le haut et qui leur font découvrir des nouveaux modes d'action que nous serons amenés à utiliser en haute intensité. Je vous assure, il y a beaucoup d'idées de scénarios pour 2025. Une idée parmi tant d'autres, c'est celle de la dispersion, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est être capable d'opérer très rapidement à partir de différents endroits qui ne sont pas les bases mères des unités que nous utilisons. Alors, fort de cette préparation opérationnelle haute intensité quotidienne que nous animons au sein de la brigade aérienne de l'aviation de chasse, eh bien, il y a d'autres rendez-vous annuels, cette fois-ci, qui sont des exercices majeurs nationaux. Bien sûr, la participation, la contribution aux manœuvres des forces aériennes stratégiques, l'ensemble de l'armée de l'air, dont la brigade de l'aviation de chasse participe aux montées en puissance des forces aériennes stratégiques, que ce soit la chasse ou la défense solaire. Et puis il y a des grands exercices de synthèse. On a évoqué RX tout à l'heure. Il y a aussi un exercice qui s'appelle Volfa, qui se tiendra en septembre, je crois, Mathieu, à l'automne, au début d'automne, qui est les grands exercices de synthèse de l'armée de l'air et de l'espace avec un objectif de haute intensité. Et puis, je prolonge au-delà de l'armée de l'air. Vous avez vu Orion 23, qui est l'exercice majeur de interarmée, dans lequel il y a une campagne aérienne dédiée, là aussi, où il faut balayer le ciel. Eh bien, nul doute qu'en 2026, la prochaine édition d'Orion, l'armée de l'air et donc la brigade chasse aura un rôle à jouer pour la supériorité aérienne dans un contexte de haute intensité. Donc, entraînement quotidien, entraînements nationaux, et puis le dernier step, avant de passer la parole au lieutenant-colonel Font, c'est évidemment notre crédibilité au sein des exercices internationaux qui, là, prennent et sont vraiment colorés haute intensité. Je vais citer deux exemples. Vous avez pu suivre le déploiement à très longue distance Pégase en 2024, donc aux antipodes, par deux chemins, un vers l'est, un vers l'ouest. Il y a eu deux occasions de s'entraîner à la haute intensité pendant ce déploiement. Un exercice en Alaska, qui s'appelait Arctic Defender, et puis donc dans des conditions extrêmement réalistes et très très agressives et très intenses. Et puis l'autre côté, c'était en Australie, Pitch Black, là aussi avec un dispositif international. Madame la directrice en a parlé. Il y a évidemment tous les exercices autant. Je vais en citer que deux. Le dernier, alors, Arctic Challenge, qui se passe dans les pays scandinaves. Et puis le dernier, Rammstein Flag, auquel j'ai pu aller, en Grèce, là aussi, qui mêlait
près de 200 avions, des systèmes solaires, et un contexte tout à fait intense, complexe et très difficile à mettre en œuvre, et où les ailes françaises sont particulièrement illustrées. Ces missions d'envergure réunissent des centaines d'avions de chasse dans des scénarios extrêmement complexes et agressifs, comme je viens de le dire. Et donc, il faut disposer de chefs de patrouille, de chefs de mission, aguerris, formés à la conduite des dispositifs aériens que je viens de citer. Il faut aussi du matériel et des procédures qui soient interopérables entre tous ces alliés. Sinon, c'est le chaos garanti. Et au bout, c'est la perte de la supériorité aérienne sur un théâtre d'opération. Former des mission commanders, des chefs de mission aérienne, à partir de procédures communes, tout en les adaptant à l'évolution des menaces, c'est précisément les fonctions cardinales du Tactical Leadership Programme. C'était déjà leur mantra, le mantra de TLP quand j'y suis passé en 2005, c'était à Florennes, en Belgique. Vous pouvez voir le drapeau que j'ai sur mon épaule. 4 semaines, vous volez beaucoup, vous dormez peu, vous n'avez jamais assez de temps, et dans le rythme effréné qui sont créés par les cadres, vous construisez des solutions à plusieurs langues, à plusieurs alliés, et vous parvenez à réaliser des missions alors que ça vous semble complètement impossible. Voilà la magie de TLP. J'y suis retourné 20 ans après, donc, à l'automne également, pour aller voir le détachement de Mirage 2000D qui participait à la 4e session de 2024. Ils étaient à fond, ils se couchaient tard, ils se levaient tôt, ils volaient beaucoup. Alors, est-ce que rien n'a changé? La pédagogie remarquable, le fighting spirit, non. La nature des menaces et des missions, si. Et je vais laisser le lieutenant-colonel Font prendre la main pour vous décrire TLP vu de l'intérieur. Bonjour à tous, je suis le lieutenant-colonel Font, actuellement en poste au sein du Tactical Leadership Programme. Je vous appelle directement de la base aérienne d'Albacete en Espagne. J'occupe les fonctions de chef de la Flying Branch et je suis le représentant français du programme. À ce titre, mes responsabilités, je suis en charge de la formation au rôle de chef de mission complexe de tous les équipages qui viennent participer au stage, qu'ils soient en provenance des pays membres ou invités. Le Tactical Leadership Programme est une organisation internationale actuellement composée de 11 pays membres. Je vais les citer: l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le tout dernier venu depuis le 1er janvier 2025, la France a rejoint le programme quant à elle en 2009, au moment de sa relocalisation en Espagne à Albacete, et on est aujourd'hui le plus gros contributeur à hauteur de 20% du programme. Slide suivant, s'il vous plaît. La mission qui est confiée au TLP est d'accroître l'efficacité des forces alliées dans la préparation et l'exécution des opérations aériennes de haute intensité. C'est la traduction littérale de ce qui nous est demandé en anglais. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous travaillons quotidiennement en environnement international. Nous utilisons pour référence la doctrine d'emploi de l'armée aérienne de l'OTAN en collaboration avec le commandement AERCOM. Nous formons tous les pays de l'Alliance, ainsi qu'occasionnellement quelques pays partenaires selon les demandes chaque année. La grande force du TLP se caractérise principalement par ses maintenant 50 ans d'expérience depuis 1979, le partage de connaissances, le savoir-faire, pour une meilleure interopérabilité et des matériels et des tactiques. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous avons 5 piliers au TLP qui nous animent. Le premier, en haut à gauche, l'intégration des systèmes de combat modernes et de leurs nouvelles capacités techniques. Le général en a parlé, une temporalité qui change, des capacités accrues. Nous travaillons également constamment en multimilieu, multichamp, avec l'intégration progressive des domaines spatiaux et cyber aux composantes usuelles, donc aériennes, maritimes, terrestres et forces spéciales. Les scénarios que nous proposons sont de plus en plus complexes, en environnement contesté et dégradé, au même titre que les exercices majeurs qui ont été cités jusqu'à présent, impliquant également les différents aspects de la guerre électronique. Nous augmentons le réalisme et la complexité de nos missions avec l'intégration de menaces simulées dans les missions réelles grâce à notre simulateur local qui a de grandes capacités et dont nous maîtrisons l'évolution parce que nous avons nos propres programmeurs. Nous mixons quotidiennement ce que nous appelons le live, le virtual et le constructive.
Enfin, l'environnement international dans lequel nous travaillons au quotidien nous permet d'accueillir toutes les initiatives d'Agile Combat Employment pour le partage des activités de maintenance afin de gagner en flexibilité de projection, d'accroître également la génération de force au profit de tous les pays alliés. Slide suivant, s'il vous plaît. En guise de fil conducteur pour le TLP, l'ambition générale est de rester moderne et adapté aux nouvelles technologies pour faire face aux enjeux du futur. Slide suivant. Pour aller un petit peu plus au cœur de notre métier, le contenu des stages. Nous offrons 5 types de stages, chacun 3 fois par an, ce qui nous fait globalement une quinzaine de stages annuels. Nous formons de l'ordre de 400 à 500 stagiaires par an. Les 3 stages majeurs chefs de mission pour l'obtention du diplôme, dont l'objectif est de l'idée des missions complexes. Ils se déroulent en vol, impliquant au minimum 30 appareils, dont en moyenne 24 chasseurs. Mais on intègre également des appareils de tout type, ainsi que les moyens terrestres et maritimes. Les stagiaires qui viennent voler chez nous, qui viennent se faire former tous les jours, font face à des missions différentes. On essaye de couvrir environ tout le panel des missions de l'OTAN, telles que les missions de défense aérienne, de pénétration, de destruction de systèmes solaires, de bombardement, de sauvetage, ou celles qui ont été citées précédemment. Nous intégrons la défense solaire, la reconnaissance, le support des troupes au sol. Pour se préparer à ces stages majeurs, nous avons également des stages que nous disons académiques de préparation sous 4 différents formats. Un dédié spécifiquement à la récupération sauvetage, où nous accueillons dans nos locaux également l'European Personal Recovery Center en provenance d'Italie pour leur spécialité et leur connaissance en hélicoptère. Nous effectuons au simulateur un autre stage pour les plus jeunes équipages afin de les préparer au stage majeur. Enfin, nous avons un stage au profit des officiers renseignement pour les préparer au soutien des opérations complexes. Et un dernier stage pour l'acquisition de connaissances théoriques au profit de tous les militaires soutenant ces mêmes opérations. Slide suivant, s'il vous plaît. Une des grandes forces du TLP, c'est la zone d'entraînement. Le TLP dispose d'une zone exceptionnelle, de par ses dimensions. Elle est plus large que celle de l'exercice Red Flag, par exemple, et de par sa disponibilité. Sa disponibilité vis-à-vis du trafic civil, parce que c'est une zone dont nous bénéficions plus de 4 fois par an, mais également de par les conditions météorologiques dont nous bénéficions en Espagne, qui nous permettent d'éviter toute annulation. Cette zone, elle est immense, à la fois terrestre et maritime. Elle nous permet de s'entraîner avec tous les acteurs, ainsi qu'au vol supersonique ou à la basse altitude, par exemple. Slide suivant, s'il vous plaît. Nous enseignons principalement à nos stagiaires le leadership, afin de mener un groupe d'avions d'armes au combat. Nous leur imposons un rythme soutenu, comme ça a été dit. Ils effectuent une mission complexe par jour, ce qui leur demande de faire preuve d'une grande réactivité. Les journées sont intenses, 12 heures de travail non-stop, décomposées entre 4 heures de préparation, 4 heures d'exécution et 4 heures de débriefing. Ils doivent faire preuve d'une grande flexibilité et d'adaptation, car chaque matin, ils se voient confier une nouvelle mission où ils découvrent leur rôle et leur position de leader le matin même. Pour les guider dans leur organisation, nous leur offrons plusieurs méthodes de brainstorm, de briefing et de débriefing afin d'accroître en efficacité. Suivant. Notre objectif final, c'est de former les leaders de demain des missions complexes de l'OTAN. Je vais prendre pour exemple le prochain stage qui arrive. Il commencera dans 2 semaines, le 23 janvier 2025. La France participera à hauteur de 7 Rafales au standard F4, un E3F, un A400M, un système arpège. À l'occasion de ce stage, nous formerons 6 mission commanders français. Au programme, menaces solaires, chasseurs ennemis, hélicoptères ennemis, drones ravitailleurs, avions de transport, hélicoptères. Bref, je les attends de pied ferme. Mon général, Madame la directrice, messieurs, mesdames, si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition.
Oui, bonjour, Franck Alexandre, RFI. Là, on a vu donc l'exercice dans 15 jours en Espagne, TLP. Et en France, ça sera quand le prochain exercice, type un peu comme celui de Luxeuil? Alors, les exercices organisés par la brigade, il va y en avoir un au printemps. Si ça vous intéresse, on vous sollicitera. Dans le type Émeraude, typiquement, et également Jibadex. Mais on essaye d'en faire à peu près, enfin très régulièrement finalement, un par trimestre au moins. Ensuite, le grand rendez-vous, encore une fois, c'est le VOLFA, qui est le gros exercice de synthèse. Et ce que je n'ai pas aussi mentionné, c'est que les escadres et les escadrons, leur entraînement est organisé à l'année en forme de cycle où ils balayent tous les volets de la haute intensité. C'est comme ça qu'on arrive à, typiquement, à couvrir toutes les facettes de la polyvalence d'un avion comme le Rafale, qui fait toutes les missions. Donc, et donc tout finalement cet entraînement qui est phasé à l'année et qui couvre en période de, on va dire, de 2 mois en 2 mois toutes ces facettes, eh bien, vous commencez cette période de 2 mois par des exercices basiques ou des missions basiques pour, à la fin de ces 2 mois, être engagé dans des missions extrêmement complexes. Donc vous voyez, ça c'est à peu près tous les 2 mois. Voilà. Les exercices singuliers qui, type Émeraude ou Jibadex, oui, au printemps, et je vous contacterai pour ça si ça vous intéresse. Ouais. Bonjour, Mathieu Rabéchaud de l'AFP. Plusieurs questions. Une sur Émeraude. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. À quand remonte la création de ce type d'exercice? Est-ce que c'est directement lié à l'Ukraine ou pas? Une autre question, vous disiez que vous prépariez aussi les unités à partir au coup de sifflet. Est-ce que ça veut dire qu'il y a dans l'armée de l'air, à l'instar de l'armée de terre, un échelon national d'urgence avec des unités désignées prêtes à partir au coup de sifflet? Et c'est tout pour l'instant. Ok, je commence par la deuxième question. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui sont identifiées, en fait, en alerte. Au-delà des missions, alors je vais aller très rapidement, vous avez des missions permanentes, où vous avez des gens qui sont dédiés à la dissuasion pour les forces aériennes stratégiques, dédiés à la police du ciel. Vous avez 4 fois 2 pilotes qui sont prêts à décoller en 7 minutes pour intercepter n'importe quel avion en France qui aurait des intentions inconnues, douteuses, à hostiles. Donc il y a tout ceci. Vous avez des équipages mécaniciens ou opérateurs de défense solaire qui sont prêts à partir, à l'instar des autres armées, en opération. D'accord. Et puis, vous avez des gens qui sont déployés. Voilà. Et au-delà de tout ça, vous aviez un... Oui, pourquoi est-ce que je parle des gens déployés? C'est que ces gens déployés, ils sont relevés régulièrement. Ceux qui sont au Levant en ce moment, ils ne sont pas pendant 8 ans au Levant. Ils sont relevés tous les 2 mois pour les pilotes notamment. Donc vous avez un cycle, un flux continu d'alimentation de ces opérations à l'étranger. Voilà. Donc des gens en alerte pour partir au coup de sifflet, bref, comme vous dites, et une formation, enfin une alimentation continue des opérations existantes. Pour les exercices Émeraude, alors il y a eu des précédents à Émeraude toute l'année dernière qui s'appelait Saphir. Là aussi, je vous fais grâce du détail des initiales, où l'objectif était de fournir un maximum de disponibilité. Ce que nous avons fait à partir de l'automne, nous avons adjoint des contraintes objectives. Là, c'était le très peu de préavis et avec une contrainte opérationnelle qui était tenir une zone pendant 1 semaine sans s'arrêter. Voilà. Donc ça, oui, c'est une augmentation finalement du niveau de contrainte pour rejoindre, parce que on regarde les conflits pas très loin de chez nous et on voit bien que la mécanique, la logistique et les méthodes de travail diffèrent lorsque vous êtes engagé dans un conflit de haute intensité. Donc on s'y prépare. Ce qu'on prépare également, c'est le fonctionnement de l'état-major de la brigade en haute intensité. Moi, j'ai des gens dans mon escadron, dans ma brigade, joli lapsus, qui sont
des pilotes et qui continuent à entretenir leur qualification. Vous vous doutez bien que si nous avons besoin à un moment de plus de pilotes, ce sont des gens qui seront potentiellement engagés dans les escadrons de combat actifs, on va dire. Donc il y a toute cette réflexion qui est menée en conduite sur comment est-ce qu'on adapte nos processus, nos organisations à la haute intensité. C'est pour ça que je vous dis que la haute intensité, c'est pas que dans le cockpit, et c'est pas que au bout des missiles. Oui, bonjour Nicolas Barat-Figueroa. J'ai deux questions. Une sur la DSA. C'est quoi l'enjeu de l'intégrer, la DSA, à la brigade? Et est-ce que l'exercice type Jibadex, c'est nouveau, on s'est renforcé? Et la deuxième question, dans vos exercices de haute intensité, quelle est l'attrition que vous constatez sur les appareils? Merci. Je vais commencer là aussi par la deuxième question. C'est confidentiel, mais on la prend en compte. L'attrition, ça fait partie de la conduite objective et des scénarios des exercices que nous menons. Il faudrait demander au colonel Font aussi si à TLP, et je crois avoir la réponse, c'est quelque chose qui est pris en compte. C'est-à-dire que vous avez des méthodes pour décréter que tel avion s'est fait tirer, donc il ne peut plus jouer. Et donc le reste doit se réorganiser pour continuer la mission. Donc, voilà. Donc oui, l'attrition est prise en compte dans l'exercice que nous menons. La première question était l'enjeu de l'intégration de la défense solaire. L'enjeu de l'intégration de la défense solaire, c'est que là aussi, vous regardez sur les conflits qui nous entourent, la défense solaire qui est le mieux intégrée à une défense aérienne, c'est-à-dire la détection, les centres de commandement, les chasseurs, et puis les missiles solaires, ça vous donne un avantage pour conserver ou acquérir la supériorité aérienne. Donc voilà où est-ce qu'il est l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire, pour moi, c'est de faire travailler ensemble des mondes un peu différents, monde des pilotes, monde des opérateurs solaires, avec la même mission finale objective, qui est de détecter, classifier et éventuellement détruire une cible aérienne, quelle qu'elle soit, chasseur, drone, missile balistique, mini-drone, etc., etc. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir une réponse cohérente à des attaques aériennes sur nos troupes, sur des bases aériennes, sur tout ce que vous voulez. Voilà. Ça répond à votre question? Jibadex, ça existait. Le dernier qui avait eu lieu, c'était en 2017, de mémoire, et ça ne se faisait pas comme ça. Là, ce qui a été intéressant, c'était que on a mêlé finalement. Avant, le Jibadex, c'était le déploiement de systèmes solaires pour les entraîner à la mobilité et à détecter. Là, parce qu'ils sont intégrés à la brigade aérienne d'aviation de chasse, on a pu constituer une priorité d'entraînement autour de la défense solaire. Et finalement, les avions de chasse, les scénarios d'emploi, c'était pour poser des problèmes aux opérateurs de défense solaire qui étaient déployés. Donc là aussi, c'est une synergie qui est tout à fait intéressante en termes d'entraînement. Mon général, lieutenant-colonel Font, je me permets pour compléter vos dires. Oui, je vous confirme que lors de nos exercices, nous prenons en compte l'attrition également. Et nous utilisons les systèmes solaires dans les deux camps, que ce soit dans les forces d'opposition ou dans les forces amies. Nous les utilisons comme plusieurs couches en coopération, comme plusieurs couches de protection de nos centres vitaux en coopération avec nos chasseurs. Thierry Dubois, Aviation Week. J'aurais deux questions sur la maintenance, s'il vous plaît. D'une part, est-ce que, quand vous disiez que vous demandez aux mécaniciens de produire, c'est le terme que vous avez employé, je crois, le maximum d'avions, est-ce que vous êtes satisfait du taux de disponibilité? Et puis, dans les propos du général Font, il était question de partage d'activités de maintenance. Est-ce que ça veut dire qu'un technicien de pays A peut intervenir sur un avion du pays B? Alors, premier constat. Donc, réponse à la première question. Premier constat, le fait de concentrer de la production, parce que j'ai utilisé ce terme-là, de disponibilité
sur un temps très court, ce qu'on observe, oui, vous avez vu la première image du film, c'est ce qu'on appelle la flight line, la ligne de vol de plus d'une dizaine d'avions, largement plus d'une dizaine d'avions en ligne, fournis par l'escadre. Donc oui, pour la semaine, c'était objectif, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Je prolonge ce que je vais dire, c'est que ce qu'on a observé, et déjà l'année dernière, c'est que ces concentrations d'efforts, elles sont bénéfiques au moins sur le mois qui suit. Vous voyez, c'est que le fait de concentrer des efforts sur ce maintien en condition opérationnelle, sur la préparation des avions type guerre, eh bien, c'est quelque chose qui est bénéfique pour la continuité de l'activité, ce qu'on appelle organique, d'entraînement pour les semaines à venir. Donc c'est quelque chose, c'est un effort qui est intéressant à mener et pas que pour l'exercice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le terme vers lequel je vais tendre pour répondre à votre deuxième question, c'est l'interopérabilité. Dire qu'un mécanicien peut intervenir sur un avion, enfin un mécanicien étranger peut intervenir sur un avion français et réciproquement, je ne vais pas me risquer jusqu'à là. En revanche, n'importe quel avion de l'OTAN peut se poser sur n'importe quelle base de l'OTAN, avoir le pétrole qu'il lui faut, avoir les procédures d'accueil, de parking, etc., et de remise en œuvre de son avion pour pouvoir redécoller. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait, unique, finalement, dans les coalitions. Hein. Et c'est la beauté de l'OTAN. Le colonel Font a parlé de Agile Combat Employment. C'est le déploiement, et nous nous entraînons régulièrement à ça. Nous envoyons, par exemple, régulièrement des avions de chasse, deux ou trois, dans des pays de l'OTAN, se poser, faire 2-3 jours de mission à partir d'une base aérienne de l'OTAN en Roumanie, la dernière, je crois que c'était le dernier épisode, et Croatie également, évidemment. Voilà. Il y a aussi des synergies qui se créent avec l'utilisation d'avions identiques, hein, par exemple pour la Croatie. Donc c'est ce qu'on appelle le French Agile Combat Employment, ce qu'on appelait, nous, ce qu'on labellisait avant sous la forme de Morane, je crois, Mathieu, concept Morane. Donc voilà, plutôt que d'aller visser des boulons sur un avion étranger, c'est surtout l'interopérabilité des procédures, et donc les techniciens se comprennent quand ils s'assistent mutuellement. Sur Rafale. Oui, parce que c'est le même avion. Voilà. En complément, en général, à titre d'exemple, lors du prochain stage TLP dans 2 semaines, nous allons former des mécaniciens Rafale sur les Eurofighters italiens et espagnols et vice-versa. Bonjour, merci. J'ai 2 questions, mais qui sont un peu liées. Vous disiez qu'en observant les conflits actuels, on voyait qu'il y avait des choses qui changeaient en mécanique, logistique, méthode de travail, dans le cadre d'un conflit par rapport à la préparation habituelle. Je voulais savoir si vous pouviez donner des exemples, et notamment aussi sur la dronisation. Donc, en quoi l'accélération de la dronisation modifie les préparations et les exercices. Et j'avais une autre question. J'ai lu que l'armée chinoise travaillait sur des avions de chasse dronisés, des vieux avions qui seraient récupérés pour la dronisation. Est-ce que ça, vous le prenez en compte également dans les préparations ? Alors, je vais essayer de reformuler votre première question. C'est quel impact on observe dans les conflits actuels sur les méthodes Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est un constat qui est assez simple. C'est qu'à partir du moment où vous engagez la totalité de votre armée, mais également de votre pays, en ce qui concerne l'Ukraine, et dans un conflit, les processus de temps de paix, d'acheminement des pièces, pour la mécanique notamment, mais aussi la manière dont vous décollez pour des avions, alors que vous êtes soumis à des bombardements et vous devez quand même décoller, ben ça change la donne. Ça change la donne. Donc c'est ça que nous intégrons et que nous travaillons de manière thématique, on ne fait pas tout en même temps, à travers
les exercices dont je vous ai cité juste 2 exercices, hein, mais par vignette finalement. Et c'est comme ça qu'on intègre ce que nous observons. Voilà. Alors la dronisation, j'ai peur de ne pas bien comprendre. Est-ce qu'on utilise des drones pour accélérer finalement des processus de maintenance? En fait, est-ce que, étant donné l'accélération de la dronisation en Ukraine, est-ce que dans les exercices, vous arrivez ça vous oblige à modifier de manière importante les scénarios, la réponse par rapport à... Oui, parce que ça y est. Oui, parce que les attaques par drone, en fait, c'est ça que vous voulez. Oui, attaque, surveillance, reconnaissance, enfin voilà. toute la. Oui, bien sûr. La lutte anti-drone fait partie, là aussi, de la majeure partie de nos exercices. Et donc, nous devons nous protéger contre cette menace. GBADEX, qui était auparavant, la mobilisation des systèmes de défense solaire missiles, et bien là, ça comportait un volet lutte anti-drone pour protéger justement le dispositif qui était projeté. Donc vous voyez, oui, c'est complètement intégré. Et sur la dronisation d'avions, est-ce qu'on le prend en compte? Oui, comme des menaces aériennes. Si ce sont des avions qui sont dronisés, ben ça devient des avions de chasse par exemple, ça devient un chasseur à intercepter, qui a un pilote ou pas dedans. D'accord, parce que ça modifie quand même l'esprit, parce qu'un avion de chasse sans pilote, c'est différent quand même, ça devient un avion kamikaze, il y a plus de risque de perdre le pilote. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez déjà, de se défendre? C'est une menace aérienne, et une menace aérienne incarnée par un avion de chasse qui a un pilote ou pas dedans. Donc pour la défense aérienne, le maître mot, au-delà on va dire de la technique, c'est la classification, c'est-à-dire la détection. Il faut le détecter, il faut l'identifier et il faut le traiter ensuite. Et là, ce que vous me décrivez, c'est traiter un avion de chasse finalement, qui a un pilote ou pas à bord. Oui, bonjour, Clément Dagnès de l'Express. Vous l'avez un peu évoqué peut-être pour les prochains exercices, la question de la dispersion. Parce qu'on a bien vu en Ukraine que pour protéger leurs aéronefs, les Ukrainiens faisaient décoller de petites pistes, parfois même de routes. Dans mon souvenir, c'est quelque chose que mettaient en avant pas mal les Suédois dans leur savoir-faire. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la marge d'entraînement nécessaire, attendue, jusqu'où, peut-être même jusqu'à des routes en France pour les exercices auxquels vous pensez pour les temps à venir? Merci. Alors, je ne vais pas me risquer à essayer de poser des avions de chasse sur l'autoroute en plein mois d'août, mais tout ce que vous soulignez, donc l'agilité finalement, en Ukraine, oui, c'est quelque chose qui est dans les concept finalement des forces aériennes scandinaves. Il y a la Suède et la Finlande aussi s'entraînaient, ils continuent de s'entraîner à ça. Et le fait de travailler avec eux et de s'entraîner avec eux, typiquement avec des exercices comme Arctic Challenge, typiquement avec des échanges réguliers, d'autant plus que maintenant ils sont dans l'OTAN, et donc là aussi, ça favorise l'interopérabilité, ça favorise aussi les échanges et sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Non qu'on le mette en œuvre forcément en France, mais c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à investiguer en termes prospectifs. Sur la dispersion, c'est quelque chose qu'on travaille, mais on le travaille. J'ai l'intention de le travailler, moi et puis l'armée de l'air. C'est quelque chose qui est aussi, comme je vous le disais avec le concept ACE, Agile Combat Employment, qui est mis en avant par l'OTAN. Donc on s'inscrit aussi là-dedans. Nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous. Et j'en profite à mon tour pour vous adresser tous mes voeux pour 2025. Nous allons commencer ce tour d'horizon des opérations avec la zone sud de l'océan Indien et Mayotte. Donc, comme vous le savez, depuis le passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier, les armées se sont mobilisées autour de 3 objectifs: stabiliser, assister et soutenir.
Le premier volet de l'action des armées, elle porte sur la livraison de fret, de vivres et de moyens au plus proche des Mahorais. Alors, si on fait un bilan au 7 janvier 2025, pour le pont aérien, on a dépassé les 100 missions aériennes. On en était à 109 missions aériennes militaires qui impliquent des A400M et des CASA, qui ont été réalisées grâce à un dispositif d'envergure avec des acheminements stratégiques depuis l'Hexagone et des rotations entre La Réunion et Mayotte. Il y a aussi un pont maritime avec le bâtiment de soutien et d'assistance Outre-mer Champlain et le patrouilleur Le Malin qui ont été mobilisés pour livrer du fret humanitaire et participer à des reconnaissances de la praticabilité des routes maritimes. Et donc les armées ont ainsi apporté un approvisionnement logistique constant au profit des habitants et des services d'urgence, avec un total de plus de 1450 tonnes de fret humanitaire, qui inclut des vivres, de l'eau potable et les matériels essentiels. Le second volet, il vise à effectuer des évacuations sanitaires pour apporter les meilleurs soins aux personnes en difficulté. À ce jour, ce sont plusieurs dizaines de patients qui ont été évacués par les CASA et par le service de santé des armées depuis le début de la crise. Et enfin, le troisième volet, il vise à restaurer les infrastructures vitales pour la vie quotidienne, ainsi que l'accès à ces infrastructures vitales. C'est donc la réouverture de l'aéroport de Dzaoudzi, la réouverture du port de Longoni, le désencombrement de la cale de Mamoudzou, le désenclavement des axes routiers obstrués et la restauration des accès. Tout ceci a été permis par une action combinée. C'est l'action du 5e régiment étranger, le 5e RE, le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le 2e RPIMA, le régiment du service militaire adapté, le RSMA de Mayotte, les spécialistes du 25e régiment du génie de l'air, et ainsi que les groupes de plongeurs démineurs atlantiques de la Marine nationale. Voilà pour cette zone. On passe maintenant au flanc oriental de l'Alliance, où les armées françaises poursuivent leur engagement pour la sécurité régionale. En Roumanie, d'abord le bataillon multinational de l'OTAN, qui est sous commandement français, lui maintient sa posture opérationnelle permanente par des exercices conjoints de combat de tranchées avec les unités belges, luxembourgeoises, espagnoles, ainsi qu'une section portugaise. Les 5 et 7 janvier, le détachement français de défense solaire Mamba et le détachement d'avions de chasse Eurofighter espagnol déployé en Roumanie dans une mission Enhanced Air Policing de l'OTAN ont réalisé ensemble un entraînement conjoint de défense aérienne. Ces exercices effectués dans l'espace aérien roumain ont été l'occasion d'éprouver ces unités en montrant la détermination des membres de l'Alliance à défendre leur espace aérien. Et bien sûr, le détachement de Rafale se poursuit à Siolai dans le cadre de l'engagement EAP. On parle aussi du soutien militaire à l'Ukraine, puisque dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'Union européenne à l'Ukraine, même la France a poursuivi la formation de militaires ukrainiens, notamment en Pologne. De plus, comme vous le savez, la France soutient l'Ukraine dans les domaines clés avec des capacités de pointe afin de permettre aux forces armées ukrainiennes de produire des effets durables. Ainsi, en formant des pilotes de chasse sur Mirage 2000-5 destinés à être livrés, la France appuie l'Ukraine dans des domaines majeurs comme la supériorité aérienne et l'attaque au sol. Ces formations et sessions répondent à un besoin opérationnel de l'Ukraine et démontrent l'engagement résolu de la France dans ce domaine. Passons maintenant au Proche et Moyen-Orient. En Méditerranée orientale, une frégate est toujours déployée au plus près de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans la région. Et toujours au Liban, il y a ce mécanisme de surveillance de cessation des hostilités qui poursuit son travail au profit de la paix et de la stabilité au Liban. Plus particulièrement cette semaine, à l'issue de la 3e réunion de ce mécanisme, le général américain Jeffers et le général français, le général Ponchin, ont visité le quartier général de la 5e brigade des forces armées libanaises dans le sud-ouest du Liban pour constater le déploiement actif de ces FAL après leur retrait des forces israéliennes de la zone. Ils ont ainsi pu constater les saisies de stocks d'armes illégales effectuées par les FAL. Toujours au Liban, vous le savez, la Force Commander Reserve, la FCR de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, elle poursuit ses patrouilles et elle continue d'apporter son soutien aux forces armées libanaises. La FCR assure quotidiennement la liberté de manœuvre des contingents de la FINUL sous 3 aspects. Grâce aux missions de reconnaissance à proximité de la Blue Line, grâce à l'accompagnement des FAL ou encore à l'ouverture d'axes et de lieux de passage dans l'ensemble de la zone d'opération. Dans ce contexte, la liberté d'action de la FINUL au sud Liban demeure déterminante.
Toujours dans la région du Proche et Moyen-Orient, le 29 décembre, dans le cadre de l'opération Chamal, au Levant, les forces françaises ont procédé à des frappes contre 2 installations de Daesh en Syrie. Cette opération vise à affirmer que l'engagement de la France et des pays de la coalition dans la lutte contre Daesh demeure résolu. Enfin, en Irak, cette semaine, la formation du 4e bataillon du désert irakien se poursuit. Cette coopération opérationnelle bilatérale entre les forces armées irakiennes et les forces françaises aux Émirats arabes unis s'incarne par des actions de formation conjointes au combat en milieu désertique. Ces unités ont vocation à être déployées aux frontières du pays. Et toujours dans cette zone, mais en mer, cette fois dans le cadre de l'opération européenne Aspides, la frégate française a repris ses accompagnements en mer Rouge, dans le golfe d'Aden. Donc, depuis le 8 décembre 2023, les bâtiments français ont accompagné plus de 130 navires de commerce dans cette région. La France engage en permanence des moyens militaires dans cette zone afin de faire respecter le droit international, contribuer à la sûreté maritime et garantir la liberté de navigation de Suez à Hormuz. Toujours dans la zone, on parle de Djibouti, puisque les forces françaises stationnées à Djibouti, les FFDJ, ont mené le 30 décembre une séquence d'entraînement conjoint au profit du GIGN de Djibouti. Ces échanges riches entre les forces de sécurité djiboutiennes et les forces françaises permettent de contribuer ensemble à la stabilité de la Corne de l'Afrique. Parlons encore de l'Afrique. Au Gabon, les activités de coopération opérationnelle des éléments français au Gabon, les EFG, avec les forces armées gabonaises se sont poursuivies au cours des dernières semaines à la demande du partenaire. Du 9 au 20 décembre 2024, le centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon a organisé le stage Minkébé de lutte contre l'orpaillage illégal avec 130 militaires des forces armées gabonaises. Ce stage intensif a permis de perfectionner les compétences des stagiaires en milieu forestier, de combat en milieu forestier, en topographie et en survie et gestion de prisonniers. En parallèle, du 30 décembre 2024 au 3 janvier 2025, un stage de formation au tir et au combat en zone urbaine a été organisé à Libreville au profit du groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, le GSIGN du Gabon. Et au Tchad, comme vous le savez, le désengagement se poursuit cette semaine en bon ordre et en sécurité, en lien étroit avec les forces armées tchadiennes. Après la rétrocession de la base de Faya-Largeau le 26 décembre 2024, c'est maintenant au tour du camp d'Abéché. La reconfiguration du partenariat avec le Tchad se poursuit donc en coordination avec les autorités locales. Passons maintenant à la zone Indo-Pacifique où le groupe aéronaval, le GAN, qui est articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle et de l'ensemble de son escorte, poursuit son déploiement dans l'océan Indien. Sa présence dans cette zone stratégique démontre l'engagement de la France pour un espace Indo-Pacifique libre, ouvert et stable aux côtés de nos partenaires. Depuis le 3 janvier, le GAN a accosté en Inde, dans le port de Goa et de Cochin, après plus d'un mois d'opération en Méditerranée et en mer Rouge. Après cette escale, le GAN poursuivra sa route vers l'Asie du Sud-Est pour rejoindre l'arc indonésien afin d'y mener l'exercice La Pérouse aux côtés des pays partenaires et alliés de l'Indo-Pacifique. On passe à la Nouvelle-Calédonie puisque suite au puissant séisme du 17 décembre au Vanuatu, les forces armées en Nouvelle-Calédonie ont été mobilisées. Donc dans le cadre de leur réponse d'urgence, eh bien les forces armées en Nouvelle-Calédonie, elles ont effectué 14 rotations d'avions CASA, de l'escadron de transport basé à Tontouta. Ils ont réalisé 2 survols de zones sinistrées avec les Falcon 200 Guardian du détachement de la 25e flottif de la Marine nationale. Ils ont envoyé des experts, 31 experts militaires pour sécuriser les bâtiments et réparer des infrastructures. Et donc, grâce à leur action, la tour de contrôle de l'aéroport a été remise en état et permis la reprise rapide des vols commerciaux. Ils ont également rapatrié 221 personnes sur le territoire français, parmi lesquels 211 citoyens français et 10 citoyens européens. C'est aussi l'acheminement de 36 tonnes de fret, dont 18 tonnes de fret humanitaire. Et la coordination entre le Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, la Croix-Rouge française, l'ambassade de France au Vanuatu et le National Disaster Management Office a permis une réponse efficace et adaptée.
Et toujours dans l'océan Pacifique, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer, le d'Entrecasteaux, a effectué une mission de lutte contre la pêche illicite du 1er novembre au 22 décembre 2024. Cette opération est coordonnée en lien avec le Regional Fisheries Surveillance Center, qui s'est déroulé essentiellement dans les zones économiques exclusives françaises et des îles Fidji et des Vanuatu. Cette mission démontre l'attachement de la France et des pays partenaires de la zone à protéger les ressources halieutiques et à lutter contre tout type de trafic illicite dans un espace indo-pacifique libre, ouvert et stable. On passe à la Polynésie française où depuis le 6 janvier, le Bougainville est déployé dans les îles Tuamotu pour l'exercice Pacifique, pour sa mission Pacifique Aito. Ce déploiement a pour objectif d'affirmer la présence française dans la zone de responsabilité permanente, la ZRP, et d'effectuer des patrouilles de police des pêches tout en renforçant le lien armée-nation. Et on termine ce point d'horizon avec la zone Antilles-Guyane, puisque, vous le savez, dans cette zone, les opérations de lutte contre l'orpaillage sont continuées, elles se poursuivent. Et en parallèle de ces opérations, un CASA des forces armées en Guyane a été mobilisé le 3 janvier pour venir en aide à 3 civils et les évacuer depuis Maripasoula vers l'hôpital de Cayenne. Le soutien à la population fait partie intégrante des missions des forces armées en Guyane. Et dans certaines zones de Guyane, l'accès n'est possible que par hélicoptère ou avion. Ainsi, l'évacuation par voie aérienne est souvent la seule solution pour garantir une prise en charge rapide. Voilà. Ceci termine mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Bonjour colonel, Mathieu Rabéchaud. J'ai 2 questions liées au Tchad. Vous mentionnez le désengagement en cours du camp d'Abéché. Combien est-ce que cela concerne de personnes? Par quelle voie est-ce que cela se passe? Et deuxième question liée au Tchad. Il y a eu hier soir une tentative d'assaut contre le palais présidentiel. Cela a-t-il, et si oui, laquelle, une incidence sur la posture française au Tchad et notamment au camp de Kosseï, et une incidence sur le désengagement engagé des forces françaises présentes sur place? Merci Monsieur Rabéchaud pour cette question. Alors le désengagement à Béché, il est en cours. Donc effectivement, pour vous dire le nombre exact qu'il y en a aujourd'hui, je vous recontacterai ultérieurement pour savoir combien de monde ça représente. En tout cas, le désengagement est en cours et c'est une question de jours pour qu'il se termine. Vous avez mentionné effectivement l'assaut qui a eu lieu hier. L'essentiel qui est à remarquer, c'est que les Tchadiens maîtrisent totalement leur environnement sécuritaire. Ils l'ont démontré hier. Et donc, lorsque je dis que nous quittons la zone en bon ordre et en sécurité, c'est bien que la sécurité est assurée. Donc, pour ce qui est de notre posture dans le camp de Kosseï, la posture n'a pas changé. Vous savez que nous sommes aujourd'hui en train d'évacuer nos forces combattantes. Donc, aujourd'hui, nous sommes notre sécurité compte beaucoup sur le partenaire tchadien. Et à ce titre, je tiens à exprimer notre fraternité d'armes. Ils ont quand même perdu un soldat. L'armée nationale tchadienne hier a perdu un soldat dans cette opération. C'est donc un frère d'armes que nous avons nous aussi perdu. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Oui, bonjour mon colonel Franck Alexandre. Concernant justement le retrait du Tchad, quel est le port d'Afrique de l'Ouest qui sera concerné pour l'évacuation des matériels? Est-ce qu'il y aura aussi un centre pour rassembler le matériel d'abord peut-être dans un pays limitrophe et faciliter ce désengagement? Merci, M. Alexandre, pour cette question. Donc, la manœuvre logistique, ça sera une manœuvre longue, comme vous pouvez imaginer. Hein. Donc, il y a différentes emprises à démonter. La première manœuvre vise aux forces combattantes. Donc, vous l'avez vu, celles-ci, elles ont été en direct quasiment, que ce soit nos avions de combat, ils sont rentrés directement chez nous. Les autres moyens de combat sont partis avec des avions de transport stratégiques et notamment la location d'un Antonov. Donc là, c'est du retour direct. Pour le reste, la manœuvre logistique est assez complexe. Il y aura différentes voies de transit et tout ça s'inscrit dans le temps long. Je vous informerai au fur et à mesure si vous le souhaitez. Je vous invite à revenir vers moi, mais on ne va pas s'appuyer sur un hub unique puisque
il y a effectivement différentes manœuvres à réaliser, donc une manœuvre maritime, une manœuvre terrestre, et tout ça s'inscrit dans le temps long. Donc je reviendrai vers vous sur les détails. Oui, bonjour, j'ai une question sur le Levant, sur la frappe qui a eu lieu contre Daesh. Ça fait très longtemps que la France n'a pas frappé. Qu'est-ce qui justifie cette opération? Pourquoi? Et est-ce que vous avez un bilan des frappes qui ont été opérées par OIR depuis la chute du régime syrien? Merci. Merci pour cette question. Donc, vous le savez, nous appartenons à une coalition au Levant. Cette coalition, c'est la coalition OIR dans laquelle nous sommes. C'est une coalition qui représente beaucoup de pays. Et l'objectif est d'empêcher toute résurgence de l'État islamique au Levant. Actuellement, en Syrie, eh bien, il y avait des indications concernant des résurgences de Daesh qui ont motivé ces frappes. Et ces frappes, on en a fait effectivement la publicité. Et c'est une action qui a eu lieu après effectivement plusieurs années sans activité. Vous connaissez la fragilité de la Syrie en ce moment, une Syrie qui se reconfigure et qui recherche ses équilibres. Et donc, elle est soumise à une possibilité d'attaque qui est plus élevée, ce qui explique ces frappes. Pour ce qui est du bilan des frappes, donc vous le savez, depuis l'ouverture en tout cas notre participation à Chamal, nous faisons des états des lieux réguliers. Je vous invite à revenir sur le site des opérations des armées pour avoir un bilan exhaustif. J'ai pas le chiffre sur moi. Bonjour, merci. Laurence de Frano, Libération. Pour revenir sur Mayotte, j'ai été étonnée en lisant une tribune qu'a co-signée le ministre des Armées dans le Figaro de voir qu'il y avait des moyens militaires qui allaient être mis en place contre l'immigration clandestine, donc radars, drones et avions de surveillance militaire. Et je m'étonnais, il me semble que c'est des missions de police, ou alors c'est moi qui me trompe, je ne sais pas. Voilà. Merci Madame de Frano pour cette question. Donc vous savez qu'il y a toujours un dialogue interministériel et des réquisitions de moyens militaires peuvent avoir lieu lorsque le reste des services de l'État n'est pas en mesure de les apporter. Il y a un certain nombre de règles qui font que lorsqu'il n'y a pas de moyens sur site, eh bien, on peut demander aux armées de fournir leur aide. Et donc ça, c'est bien dans un dialogue interministériel. Ça n'est pas la première fois. Vous savez qu'en France, il y a la mission Sentinelle qui est assurée. Alors, c'est une mission de lutte contre le terrorisme. Elle ne se substitue pas au reste des forces qui sont les forces de sécurité intérieure. Elles sont bien en appui des forces de sécurité intérieure. Donc, il n'y a rien de nouveau dans tout ça. Effectivement, les armées apportent leur concours à l'ensemble des services de l'État à Mayotte. Et c'est aussi dans la lutte contre les trafics illicites et c'est aussi pour la sauvegarde des populations. Donc il y a un ensemble, il y a tout un spectre de missions dans lequel on va s'inscrire, mais c'est dans un dialogue interministériel. Tout ça n'a rien de surprenant. Et donc l'appui à la lutte contre l'immigration, les armées effectivement en font leur part puisque ça a été demandé et dans le cadre de ce dialogue les arbitrages ont été favorables. Donc on fournit effectivement des radars et des avions dans le cadre de cette lutte. Bonjour Hélène Chachati, j'avais juste une petite question de détail sur la formation en forêt des forces armées de la RDC. Ça concerne combien de militaires là, sur cette session et de manière générale la fréquence aussi de ces formations, parce que je crois qu'il y en a plusieurs par an. Merci Madame Chachati. Donc ces formations sont réalisées à la demande des partenaires et effectivement elles concernent un certain nombre de pays partenaires. Alors sur les 7 dernières sessions, vous donnez le bilan. On vous enverra ça directement. J'ai pas le chiffre ni sur mes notes ni dans le fond de mon cerveau. Voilà, ces formations, c'est un ensemble de coopérations et de partenariats militaires qui sont faits
à la demande du partenaire et qui souligne en tout cas l'expertise de nos soldats et la bonne entente avec nos pays partenaires sur place. Sur la fréquence ? Sur la fréquence, c'est pareil, je vous enverrai ça. En fait, les partenariats militaires sont quand même assez nombreux. Pour ce qui est des stages en forêt, je n'ai pas la réponse là exacte à votre question. Merci beaucoup, colonel. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, ici à Ballard, pour le point presse, donc jeudi 16 à 11h. Très bonne journée à toutes et à tous et bonne fin de semaine.